Si vous pensiez qu'hier était déjà mauvais, ça ne s'améliore pas du tout pour le président. Une entrée en matière pas mal du tout pour celui qui aime toujours appeler tout ça une victoire. Hier, il a quitté en trombe l'audience de la Cour suprême des États-Unis, la SCOTUS, à laquelle il assistait pour essayer de faire pencher la balance. Quand on n'arrive pas à fausser la balance, au moins on part avec un maximum de théâtre. Et maintenant, il y a eu ça. C'est une semaine de revers pour l'homme qui disait qu'il aimait s'entourer de perdants. Cette semaine, on dirait bien que cette phrase revient exactement à l'expéditeur. Qu'est-ce qui manque au leadership? Eh bien, c'est la victoire. Il faut gagner. Vous savez, j'ai observé beaucoup de gens, des leaders, de grands leaders. Et vous savez, avec le sport, l'avantage, c'est qu'on peut ramener ça à, vous savez, une période de 2 heures, quelque chose de simple. On n'a pas besoin d'attendre toute une vie pour savoir si quelqu'un est un gagnant ou un perdant. Il y a beaucoup de perdants, surtout des perdants, heureusement. C'est une bonne chose d'avoir beaucoup de perdants. Moi, j'aime toujours m'entourer de perdants, en fait, parce que ça me fait me sentir mieux. Une philosophie du leadership assez étrange. Transformer l'échec des autres en miroir de confort personnel. Un juge fédéral a accepté de bloquer de façon permanente l'administration Trump dans l'application d'une directive présidentielle visant à mettre fin au financement fédéral de National Public Service. Un juge de district des États-Unis a statué mardi que le décret de Donald Trump ordonnant de cesser le financement de NPR et de PBS est illégal et inexécutoire. Le juge dit que le droit à la liberté d'expression garanti par le premier amendement, je cite, « ne tolère pas la discrimination fondée sur le point de vue ni les représailles de ce type ». Il s'avère donc que la Constitution n'a pas encore été mise à jour selon l'humeur matinale de la Maison-Blanche. L'an dernier, Trump a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il aimerait couper les fonds à NPR et PBS. Il a dit « J'adorerais faire ça. Je pense que c'est très injuste. Tout le groupe a été très biaisé. Enfin, tout le groupe. Ici, biaisé semble surtout vouloir dire ne pas applaudir au bon moment. NPR affirme que le président républicain veut la punir pour le contenu de son journalisme. Encore une fois, la mauvaise nouvelle pour le camp pro-Trump, c'est que la presse n'est pas un menu à la carte. Un juge fédéral a aujourd'hui ordonné une suspension de 14 jours des travaux de construction de la salle de bal de la Maison-Blanche voulue par le président Trump. Le juge dit que le président ne peut pas construire cette salle sans l'autorisation du Congrès. Et pour l'instant, les travaux doivent s'arrêter. Même un rêve doré doit encore faire la file devant les procédures légales. Stephen Portnoy, d'ABC, a expliqué la décision et la façon dont le président Trump réagit. Le président, bien sûr, réagit et il devrait porter la décision en appel, mais le jugement cite le juge Richard Léon, nommé par George W. Bush, qui dit que le président n'est pas propriétaire de la Maison-Blanche, qu'il en est le gardien pour les générations futures de première famille. Autrement dit, la Maison-Blanche n'est pas un complexe privé qu'on peut rénover sur un coup de tête. À un moment où Donald Trump fait face à une pression politique croissante, il encaisse revers après revers devant les tribunaux. Un juge fédéral vient aussi de bloquer une initiative soutenue par Trump qui aurait permis aux églises d'appuyer des candidats politiques sans perdre leur statut d'exemption fiscale. Or, ce qui rend cela encore plus significatif, ce n'est pas seulement la décision, mais la personne qui l'a rendue. Le juge qui a bloqué la mesure a été nommé par Trump. Il a statué que le tribunal n'avait même pas l'autorité d'approuver l'entente, fermant ainsi la porte à la tentative de l'administration de créer une exception sur mesure. Et ça compte, n'est-ce pas? Parce qu'il ne s'agit pas d'une opposition venue de rivaux politiques. C'est un rejet provenant de l'intérieur même du système que Trump essaie de façonner. C'est difficile de crier au deep state quand la porte vient d'être refermée par quelqu'un qu'on a soi-même nommé. Il y avait aussi cette notion qui crée l'allégeance. C'est un point général. Et puis, il y a eu cet échange. Vous avez écrit dans votre mémoire en réplique que les enfants d'esclaves amenés ici illégalement, vous savez, en violation de lois interdisant la traite des esclaves, seraient bel et bien des citoyens. Et on peut imaginer que leurs parents n'avaient pas seulement été amenés ici en violation du droit des États-Unis, mais qu'ils étaient ici contre leur volonté et qu'ils ressentaient donc peu être une allégeance envers les pays d'où ils venaient. Et vous dites que le but du 14e amendement était de mettre tous les esclaves sur un pied d'égalité, les esclaves nouvellement affranchis sur un pied d'égalité, et qu'ils seraient donc citoyens. Mais ce n'est pas textuel. Alors comment arrivez-vous à cette conclusion? Vous le dites en seulement quelques phrases. Pouvez-vous donc développer? La réponse a été bien sûr,
Je pense que si vous regardez les sources du 19e siècle, ce que vous voyez, c'est que même si leur entrée a pu être illégale, le droit antebellum du 19e siècle n'a jamais considéré leur présence comme illégale. En fait, c'était plutôt l'inverse. La Cour suprême des États-Unis entendait des arguments pour et contre ce qu'on appelle le droit du sol. D'ailleurs, on nous dit que le président des États-Unis, le président Trump, vient tout juste de quitter la Cour suprême, se dirigeant en cortège motorisé vers la Maison-Blanche. Il était là pendant que John Sauer, le solliciteur général, présentait ses arguments contre le droit du sol. Mais maintenant, Cecilia Wang, directrice juridique de l'American Civil Liberties Union, l'ACLU, présente l'argument inverse contre l'administration Trump. Trump est retourné à la Maison-Blanche. Il n'entend pas cette partie, du moins pas en personne. Il semble que la partie la plus difficile à entendre soit toujours celle qu'on n'écoute plus devant les caméras. Et cette décision ne vient pas seule non plus. Elle s'inscrit en fait dans une série plus large de revers judiciaires auxquels il fait face cette semaine seulement. Il a subi un revers majeur à la Cour suprême dans sa tentative de mettre fin au droit du sol, l'une des batailles judiciaires les plus visibles de sa présidence jusqu'ici. Cette cause devait redéfinir la politique d'immigration à un niveau fondamental. Et à la place, elle s'est soldée par ce qui ressemble à un rejet clair de la part de juges qu'il a lui-même contribué à nommer, malgré sa tentative d'influencer la situation en se présentant à l'audience. Selon des informations rapportées, Trump a quitté brusquement la Cour suprême mercredi après que plusieurs de ses propres juges conservateurs n'ont pas semblé convaincus par sa tentative de bouleverser le droit du sol aux États-Unis. Une stratégie bien connue. Quand l'argument ne gagne pas la salle, on quitte la salle avant elle. Trump a dit « Obama et Biden, je me fiche de la qualité de votre dossier. Vous pouvez avoir la meilleure cause de tous les temps. Ils vont trancher contre vous. Ils le font toujours. Et c'est pas censé fonctionner comme ça. » Maintenant, les républicains ont tendance à être très différents. Ils veulent montrer à quel point ils sont honorables. Alors un homme peut les nommer et ils peuvent trancher contre lui. Et ils en sont tellement fiers. Nous sommes si fiers d'avoir statué contre Trump. Nous sommes si fiers. Nous sommes au-dessus de ça. En version plus courte, ça donne un bon juge. C'est un juge qui sait montrer sa reconnaissance au bon moment. Il y en a qui disent que c'est merveilleux. Et il y en a qui disent qu'ils sont tellement stupides. Mais les démocrates ne manquent jamais une chose. Quand Barack Hussein Obama ou quand Biden nomme quelqu'un, ils suivent cette ligne. Vous pouvez avoir la meilleure cause de l'histoire. Et presque, je suppose que je dois dire presque, peut être que je n'ai pas besoin de dire presque. Presque sans exception. Ces gens-là, 4 d'entre eux, parfois 5 d'entre eux, mais 4 d'entre eux voteront contre vous. Vous n'avez aucune chance. Vous n'avez aucune chance. Et c'est pas ça, le système judiciaire. Maintenant, les personnes nommées par les républicains ont tendance à faire ça. Et c'était déjà le cas bien avant moi. Ça dure depuis des années. Certains appelleraient ça de la stupidité. Certains appelleraient ça de la déloyauté. Certains diraient qu'ils ont raison de le faire. Et ça ne me dérange pas qu'on ait raison, mais l'autre camp, lui, ne le fait presque jamais. Dans cet univers-là, l'indépendance judiciaire n'est belle que lorsqu'elle sert le bon camp. Trump a pris la décision sans précédent d'assister aux plaidoiries orales, fixant les 9 juges de la Cour pendant qu'ils interrogeaient ses avocats sur l'une des questions constitutionnelles les plus lourdes de conséquences, savoir si tous les enfants nés aux États-Unis peuvent continuer à obtenir automatiquement la citoyenneté. Une apparition très fidèle au style conférence de presse a mené la pression du spectacle là où seul le droit et le raisonnement devraient compter. Mais après un peu plus d'1 heure à regarder plusieurs de ses propres juges triés sur le volet démolir ses arguments, le président est parti et bien sûr a accompagné cette sortie d'un message sous trousse sociale en disant « Nous sommes le seul pays au monde assez stupide avec un grand S, pour permettre le droit du sol. » Quand les faits ne vous appuient pas, il reste toujours l'option de monter le volume et d'écrire en majuscule pour avoir l'air certain. Or, ce n'est même pas près d'être vrai. Il existe des dizaines de pays qui accordent la citoyenneté à la naissance, sans condition. L'idée que ce serait une faille propre aux États-Unis est tout simplement fausse. Tout comme sa prétention qu'il peut mettre fin au droit du sol par simple action exécutive. Des experts juridiques de tous horizons ne sont pas d'accord avec cela. Parce que le droit du sol est enraciné dans le 14e amendement qui garantit la citoyenneté à ceux qui naissent aux États-Unis. Et presque tous les tribunaux inférieurs qui ont examiné le décret de Trump ont conclu qu'il viole cette protection constitutionnelle. En d'autres termes, ce n'est pas une politique qu'on peut simplement changer d'un coup de stylo.
C'est une question constitutionnelle. Et l'argument de Trump repose sur une réinterprétation de l'expression même assujettie à la juridiction des États-Unis. Mais le fait est que la Cour suprême a déjà traité cette question. Il y a plus d'un siècle, dans l'affaire de 1898 United States v. Wong Kim Ark. La Cour a confirmé que les enfants nés aux États-Unis, même de parents non citoyens, sont citoyens. Ce précédent tient depuis, plus de 120 ans, et il constitue le fondement du droit actuel. Mais enfin, depuis quand ce président pense-t-il que la loi s'applique à lui? Depuis longtemps, le camp pro-Trump parle de la Constitution comme s'il s'agissait d'un document qu'on peut corriger au feutre selon l'humeur du moment. Il y avait aussi ceci au début: si nous sommes d'accord avec vous sur la façon de lire Wong Kim Ark, alors vous gagnez. Donc, si nous étions d'accord avec vous sur Wong Kim Ark, cela pourrait être une opinion assez courte, n'est-ce pas? Une opinion disant que la meilleure lecture est celle des intimés. Le gouvernement ne nous demande pas de renverser le précédent. Confirmé. Et puis est venue la réponse. Voilà. Dernière question. Alors, pourquoi le ferions-nous? Une question brève mais suffisante pour dégonfler toute la mise en scène. Cela dit, le président a ensuite été forcé de rester silencieux pendant que des juges, y compris, comme je l'ai mentionné, plusieurs qu'il a lui-même nommés, critiquaient ouvertement le fondement juridique de ses prétentions, parfois de manière brutale. C'est le moment le plus inconfortable pour toute machine de propagande. Quand les avocats doivent répondre pour vrai et que les slogans ne suffisent plus. Et dans l'un des moments les plus révélateurs, le juge Neil Gorsuch, lui aussi nommé par Trump, a demandé au solliciteur général de Trump, John Sauer: selon votre test, les autochtones sont-ils des citoyens par droit de naissance? Et sa réponse était loin d'être catégorique. L'atmosphère ressemblait exactement à celle d'un examen où le porte-parole pensait qu'il suffirait de réciter un slogan pour passer. L'échange s'est déroulé ainsi. Pensez-vous qu'aujourd'hui les autochtones sont des citoyens par droit de naissance selon votre test et selon celui de votre collègue? La réponse: je pense que oui. Enfin, ils ont évidemment obtenu la citoyenneté par voie législative. Puis est venue la question: mettez la loi de côté. Pensez-vous qu'ils sont des citoyens par droit de naissance? Et la réponse a été non. Je pense que la compréhension claire sur laquelle tout le monde s'entend dans les débats du Congrès, c'est que les enfants des Indiens tribaux ne sont pas des citoyens par droit de naissance. Puis est venue la relance. Je comprends que c'est ce qu'ils ont dit, mais votre test repose sur le domicile des parents. Et c'est donc le test que vous devriez appliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? La réponse: oui. Oui. Donc, si un Indien tribal, par exemple, renonce à son allégeance à, né aujourd'hui, citoyen par droit de naissance, je pense que oui, selon notre test. Oui, s'ils sont légalement domiciliés ici. Je ne suis pas certain. Il faudra que j'y réfléchisse, mais c'est ma réaction. Et ensuite, je vais prendre le oui. Très bien. Un argument si solide qu'il faut le corriger soi-même, au milieu de la phrase. Le juge en chef Roberts, un autre conservateur du banc, a lancé la réplique la plus froide de l'audience quand Sauer a essayé de soutenir que nous vivons dans un monde nouveau. Roberts a répondu: c'est un monde nouveau. C'est la même constitution. Dit encore plus simplement, un nouveau contexte ne donne pas automatiquement un permis pour recycler un mauvais argument. Puis il y a eu cette référence à 500 entreprises de tourisme de naissance en République populaire de Chine, dont le modèle d'affaires consiste à amener des gens ici pour accoucher, puis à les faire retourner dans ce pays. La réponse a été: cela dit, vous convenez que cela n'a aucune incidence sur l'analyse juridique qui nous occupe? Je pense que, je cite ce que le juge Scalia a dit dans sa dissidence dans Hamdan, où leur interprétation entraîne des implications qui n'auraient absolument pas pu être approuvées par les rédacteurs du XIXe siècle de cet amendement. Je pense que cela montre qu'ils ont créé un désordre. Leur interprétation a mis ce texte sens dessus-dessous. C'est du camp pro-Trump tout craché, faire entrer une peur énorme dans la salle d'audience en espérant qu'elle fasse le travail de la démonstration juridique. Puis est venue la réplique: eh bien, ce n'était certainement pas un problème au XIXe siècle. Et ensuite, non. Mais bien sûr, nous vivons maintenant dans un monde nouveau, comme cela vient d'être souligné, où 8 milliards de personnes sont à un vol d'avion de pouvoir avoir un enfant qui est citoyen américain. Et puis Roberts encore. Eh bien, c'est un monde nouveau. C'est la même constitution. Encore une fois, le spectacle a été ramené là où il est le moins facile à manipuler, le texte de loi. C'est bien ça. Et les défaites que Trump semble accumuler font plus que jeter le doute sur ses politiques individuelles, n'est-ce pas?
elles affaiblissent un argument central, à savoir que Trump serait capable de mettre en œuvre l'agenda sur lequel il fait campagne et de faire, en gros, ce qu'il veut sans véritable frein. Parce que lorsque les tribunaux interviennent de manière répétée, y compris des juges nommés par des républicains, cela envoie un signal, n'est-ce pas? Ce ne sont pas seulement des conflits partisans, ce sont des échecs juridiques. Et quand ces échecs s'empilent les uns après les autres, il devient plus difficile de soutenir que le problème, c'est l'opposition plutôt que la politique elle-même. À un certain point, blâmer tout le monde autour de soi ne fait que mettre en lumière le seul point commun à toutes ces crises. Et la présence même de Trump là-bas est représentative d'un président en difficulté politique profonde. Repasser les séquences de tous les républicains qui ont été critiques là-dessus, ou qui à tout le moins ont soulevé des questions très sérieuses, ce qui me semble légitime quand votre pays est engagé dans une guerre qui n'a pas été présentée, vendue au public américain. Et quand l'approbation est aussi basse. Et ce que je pense de l'allocution de ce soir, c'est que le président est frustré par les autres messagers qui ont été envoyés pour parler de tout cela. Qu'il reçoit le message que les objectifs n'ont pas été correctement communiqués, que le public américain ne comprend pas pourquoi il est intervenu, pourquoi il a fait de cette façon ce que nous avons accompli, et quelle est la stratégie de sortie, et qu'il pense être son propre meilleur défenseur, ainsi que le meilleur défenseur de l'armée américaine et de notre mission là-bas. Et c'est pourquoi il se met lui-même de l'avant. Une formule bien connue chez Trump, quand le message ne fonctionne pas, on augmente le nombre de porte-voix, puis on revient à soi-même. Et les 4 objectifs qui ont été exposés, du moins dans ce qui a été coulé à la presse, sont déjà différents de ce que le secrétaire Rubio disait il y a à peine 2 jours. Parce que dans la liste de Rubio, il n'y avait rien concernant une arme nucléaire. Et voilà que c'est revenu sur la liste, parce que c'est la chose la plus importante. C'est la chose à laquelle les gens peuvent s'accrocher quand ils disent qu'on ne peut pas avoir un Iran nucléaire. Maintenant, il y a beaucoup de remous autour de ce que le JCPOA nous avait apporté, et autour de la question de savoir si nous aurions pu conclure une entente qui aurait ressemblé à cela avec quelques vérifications supplémentaires. Je sais qu'il y a des critiques de cette entente même du côté démocrate, mais il est indéniablement poussé dans cette position à cause de cela. Et il a tourné en dérision, mais avec l'essence à plus de $4. Son taux d'approbation dans tous les sondages que nous avons vus cette semaine est maintenant dans les 30%. On ne parle même plus du bas de la quarantaine. Dans le sondage de CNN, il est à moins 24 chez les hommes, moins 2 chez les électeurs blancs sans diplôme universitaire, moins 17 chez les aînés, et 65% disent que ces politiques aggravent leur situation économique. C'est intenable. Ce n'est pas parce qu'on promet la force que le prix de l'essence va soudainement obéir. Même si vous pensez aux élections de mi-mandat, vous ne pouvez tout simplement pas traverser le reste d'une administration comme ça. Un président dont les taux d'approbation baissent partout, des divisions républicaines internes, comme on l'a vu, avec un partisan MAGA allant contre son appel à ne conclure aucun accord avec les démocrates, des chefs militaires qui remettent en question la guerre contre l'Iran et des démissions à l'intérieur de l'administration. Maintenant, ajoutez à cela des défaites judiciaires. Qu'est-ce que vous disiez déjà à propos des perdants? Cette question-là ressemble maintenant plus à un boomerang qu'à un slogan. Il a dit « Moi, j'aime toujours m'entourer de perdants, en fait, parce que ça me fait me sentir mieux. » Cette semaine, on dirait bien que cette phrase se tient dangereusement près du miroir. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt